Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce deuxième podcast de notre émission Géopolitique en Asie consacrée dans cette série de deux podcasts à la démographie chinoise et à la projection de cette démographie. Donc, dans le premier épisode de ce podcast, la semaine dernière, on a fait un point sur la réalité donc de cette démographie chinoise en rappelant la difficulté d'avoir des chiffres stables et vérifiables donc et sûrs. On a évidemment différentes projections possibles. Donc, du point de vue gouvernemental, on aurait aujourd'hui une population de 1,4 milliard et avec un possible déclin, donc ici selon même les chiffres officiels, un possible déclin selon donc la perspective démographique des Nations Unies qui se base sur les chiffres officiels à 1,3 milliard d'ici 2050 et à 603 millions depuis 2100. Or, comme on le rappelait, en fait, on n'a pas besoin d'attendre 1,3 milliard d'ici 2050 pour atteindre ce déclin démographique, puisque, selon le démographe chinois Yu Fuxian, en fait, on serait déjà aujourd'hui à 1,28 milliard, et non donc moins qu'1,3 milliard sans attendre 2050, aujourd'hui, déjà. Donc, il disait ça déjà en 2023, et depuis, il y a eu encore un déclin démographique de la population, puisque la population chinoise décline de 1 à 2 millions chaque année. Et si on se base sur un indice de fécondité qui n'est pas simplement de 1,2, comme donc le supposent les Nations Unies, mais si on se base sur un chiffre qui est plus inférieur, de 1,02 ou entre 9 et 1,1, en fait, il se pourrait que la Chine, d'ici la fin du siècle, se retrouve avec moins de 500 millions d'habitants, alors que dans le même, on va dire, dans le même segment de temps, il y a des projections de la démographie des États-Unis qui tablent sur une croissance de la démographie. Alors il y a tous les chiffres, hein, ça va d'une démographie explosive qui s'étendrait même jusqu'à 800 millions. Donc là, mais c'est la fourchette très haute, et donc avec les politiques de Trump anti-immigration, parce que l'immigration compte beaucoup et contribue beaucoup à l'essor démographique. Donc ça peut être aussi peut-être que ce chiffre haut de progression démographique, il n'est pas très réaliste, mais en tout cas, il est tout à fait possible que au cours du siècle, les démographies, alors qu'aujourd'hui elles sont extrêmement différentes, hein, aujourd'hui on a un géant démographique chinois par rapport aux États-Unis, il se pourrait très bien que au cours du siècle, les populations des deux pays se rapprochent et s'équivalent, voire même, dans les situations les plus extrêmes, que la population américaine dépasse celle chinoise. Et là, évidemment, avec beaucoup de conséquences au niveau évidemment, au niveau politique, au niveau économique, au niveau militaire, etc. Donc la question ici, avant peut-être de voir sur ces conséquences, qui relèvent un peu quand même de la fiction, hein, parce qu'on se place à la fin du siècle et beaucoup de choses peuvent arriver d'ici là. Sans parler de toutes les catastrophes naturelles, le changement de gouvernement, etc. Donc la question ici, c'est comment est-ce que les politiques publiques chinoises essayent d'influer sur ça? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Alors, il faut évidemment comprendre que la politique chinoise a déjà évidemment expérimenté. Hein, on sait que la Chine a adopté la politique de l'enfant unique en 1980. Et rétrospectivement, en fait, c'était vraiment la pire politique qui soit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que quand la Chine a adopté la politique de l'enfant unique en 1980, en réalité, la fécondité était déjà en chute libre. C'est-à-dire qu'on était
On était donc dans les années 50 à des chiffres de fécondité qui étaient de presque 6, à un chiffre qui est en 1980 à 2,7. C'est-à-dire qu'on a déjà une division presque par 3 de la fécondité. Dans les années 60 dans les années 60, au moment où il était le plus haut, à presque 7 ou presque 8, au moment où on a eu où on a commencé à mettre en place la politique de l'enfant unique, en fait, la fécondité était déjà à un taux très bas. C'est-à-dire que il y a la fécondité avait baissé déjà de façon presque naturelle, liée aux transformations, à tout un ensemble de transformations politiques, sociales, économiques, etc., qui ont affecté la Chine à partir des années 70. Et donc, ensuite, il y a cette politique de l'enfant unique. Cette politique de l'enfant unique, elle a duré donc jusqu'en 2016, où ensuite, elle a été abandonnée et ensuite, on a engrangé un cycle vers une politique nataliste, qui est un contre-cycle. Donc, 2 enfants, et même en 2021, 3 enfants. Donc, le Free Child Policy. Or, ce qui est assez remarquable, c'est que donc la politique de l'enfant unique, quand elle a été adoptée en 1980, donc elle a fait baisser la fécondité, certainement, mais elle a fait baisser la fécondité en fait moins que la fécondité a baissé de façon naturelle avant même la politique de l'enfant unique. C'est-à-dire que, encore une fois, dans les années, on va dire 66, 65, quand on était au plus haut de la fécondité, du taux de fécondité en Chine, au-dessus de 6, et quand on a commencé à avoir cette politique des enfants uniques en 1980, on était à 2,7, ça a été divisé, déjà sans politique publique, ça a été divisé par 3. Ensuite, en 26 ans de politique de l'enfant unique, le taux de fécondité n'a pas baissé en fait de façon aussi dramatique qu'avant la prise en compte de cette politique publique. Et autre chose intéressante, c'est que depuis le début de la politique de 2 enfants, à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui, en fait, la natalité n'a cessé de décliner. C'est-à-dire que la politique la fin de la politique de l'enfant unique a en fait accéléré ou n'a absolument pas freiné le fait que effectivement maintenant on est vraiment dans une situation de l'enfant unique. Puisque aujourd'hui on est dans un taux de fécondité qui est entre 1 et 1,2 en Chine, et donc on a une forme de politique de l'enfant unique qui n'est plus une politique publique, qui est un résultat des fonctionnements sociaux, on va dire des fonctionnements sociaux endogènes, et la politique de 2 enfants n'a eu aucun effet, n'a absolument pas en 5 ans, en 10 ans. 10 ans plus tard, n'a eu aucun effet pour freiner la baisse de la fécondité qui a été continue et qui aujourd'hui fait que donc on est dans ce déclin démographique qui semble être une constante et sur laquelle on peut tabler pour prévoir l'avenir. Donc ça montre en fait l'énorme difficulté à en fait faire des politiques natalistes. Donc la Chine, on le sait, ces derniers temps, on a cessé en fait de promouvoir des politiques natalistes. Donc le 8 septembre 2025, la Chine a commencé à accepter des demandes d'aide à la garde d'enfants à l'échelle nationale. En août, le Conseil des affaires d'État avait annoncé que le gouvernement financerait la dernière année de maternelle des enfants. En juin, le gouvernement a annoncé que tous les hôpitaux de plus de 500 lits donc proposeront l'anesthésie péridurale, donc pour faciliter l'accouchement, etc. Mais en fait, toutes ces politiques, donc, on le voit pour l'instant, n'ont pas eu véritablement d'effet parce que l'obstacle, en fait, c'est pas simplement un obstacle économique. C'est pas simplement, bien sûr, il y a le coût de la vie, le coût du logement, et c'est pour ça que le taux de fécondité est si dramatiquement bas dans les grandes villes. Donc, on répète, 0,65 à Shanghai, comme on l'a dit la dernière fois, 0,7, 0,8 à Pékin. Donc, plus la vie est chère, plus évidemment le taux de fécondité est bas. L'éducation coûte cher, surtout quand on a un seul enfant, on veut qu'il réussisse et donc il faut investir. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi en fait, c'est pas qu'un problème économique, c'est un problème culturel, c'est un problème social.
C'est-à-dire que la difficulté, c'est que la parentalité, en fait, fait moins sens. C'est-à-dire que pourquoi en fait mettre autant d'argent, d'énergie, donc ça peut être le calcul, et c'est le calcul effectif des personnes qui vivent donc à Shanghai ou en Chine, puisque ça se traduit par le fait de ne pas avoir d'enfants. Pourquoi en fait mettre cette énergie-là alors qu'on peut avoir du temps pour soi, de l'énergie pour soi, et c'est bien ce qui se produit. Et surtout, on est dans une société encore très patriarcale, c'est-à-dire que pour une femme, le fait d'avoir des enfants, ça suppose de se marier, ça suppose de participer à la famille du mari, ça suppose en fait tout un ensemble de contraintes extrêmement plus fortes au niveau ça change profondément la vie, beaucoup plus que pour un homme. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que ces politiques natalistes sont faites par des hommes pour des femmes qui elles veulent l'indépendance et économique et aussi intellectuelle. Donc cette politique de natalité, en fait, ça renforce encore le dirigisme d'État. Or, cette défécondation, cette défécondité, cette chute de la natalité, cette dénatalité, en fait, elle est bien aussi le résultat d'une forme de résistance. D'une forme de résistance passive. C'est un peu, donc c'est au niveau, je dirais, de la fécondité, c'est un peu comme le tangping, le fameux tangping, c'est-à-dire s'allonger, faire le moins. Et donc il y a eu aussi tout un ensemble de slogans, un slogan en Chine, qui disait pas de mariage, pas d'enfants, soyez prudents. Ces slogans, ils montrent en fait qu'il y a aussi une forme de perte de confiance dans l'avenir de la jeunesse, une perte de confiance aussi au niveau même, et ça c'est peut-être plus crucial pour le gouvernement, que le gouvernement peut en fait donner à un futur à tous les enfants qui pourraient naître. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est très très fort. Donc ces contraintes, donc la crise du logement, la précarité des emplois, la culture du travail, 6 jours par semaine, 9 heures par jour, etc. Tout ça, en fait, c'est des facteurs auxquels s'ajoute cette perte de confiance. Pourquoi encore avoir des enfants dans un monde qui paraît difficile, malgré la stabilité du régime, et cela aussi une forme de résistance aussi. Les femmes qui, donc, à travers l'éducation, etc., ont acquis un statut qui et la fécondité, le fait de devenir mère, ne permet pas encore en Chine complètement de garder ce statut et d'assumer ces deux rôles en même temps. Voilà, donc ça, c'est des facteurs qui pourraient conduire donc à terme la Chine à avoir autant de population que les États-Unis vers la fin du siècle, et ça pourrait évidemment changer l'ensemble des rapports géopolitiques. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.